Bonjour. Bienvenue au Familistère. Donc en ce 1er mai 2012, toute l'équipe du Familistère, avec les élus, M. Baligan, le président ici présent, est bien heureuse de vous accueillir dans ce beau théâtre du Familistère. Comme vous le voyez, il est fait essentiellement, et Michel Desvignes le soulignait à l'instant, il est fait essentiellement de fonte et de bois. Ça fait après 4 années de travaux que nous l'avons inauguré, réouvert l'année dernière, donc juste après le 1er mai l'année dernière, c'était le 17 juin 2011. Pour Jean-Baptiste André Gaudin, ce théâtre est le temple de l'éducation, de la connaissance et du divertissement. Il est adossé ici à 2 écoles qui sont toujours en activité, les écoles Gaudin, comme on dit à Guise. Je vais utiliser le langage des gens de théâtre. Je vais vous dire donc à Cours, ici, vous avez l'école primaire. Alors pour vous souvenir comment disent les gens de théâtre, à Cours, c'est le côté du cœur quand on est acteur. Donc c'est de mon côté gauche, d'accord? Là à Cours, l'école primaire, et donc à Jardin, de l'autre côté, c'est l'école maternelle. Depuis sa construction, en 1970, ce théâtre a été le lieu historique de débats, d'échanges et de conférences. Et il faut savoir que pour mieux devenir citoyen, les petits piou-piou, dès le plus jeune âge, l'école maternelle, l'école primaire, ils venaient là, ils prenaient la porte là, à Cours ou à Jardin, ils montaient sur scène et puis ils prenaient des cours de déclamation pour devenir de vrais citoyens comme leurs parents, participer au projet familistérien. Aujourd'hui, dans le même esprit, nous y maintenons ces activités et au-delà des spectacles vivants qu'il y a quotidiennement, que vous voyez aujourd'hui, au-delà du spectacle multimédia qu'on appelle le théâtre en miroir, que vous pouvez voir tous les jours, qui est un très beau spectacle créé par Anima Viva, dont Jean-Pierre Baligan a parlé à nouveau ce matin. Nous vous donnons aujourd'hui une nouvelle occasion de conversation et de rencontre avec vous, visiteurs et amis du Familistère. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge des aménagements de la place du Familistère et de ses abords. L'équipe de maîtrise d'œuvre est pilotée par l'agence H2O Architectes, qui sont spécialistes du patrimoine. Spécialistes du patrimoine, ça veut dire qu'ils sont habilités à intervenir sur des bâtiments classés MH, monuments historiques comme on dit. Comme c'est ici le cas au Familistère, et cette équipe est représentée par Jean-Jacques Hubert, par Antoine Santiard qui est là, et Charlotte Hubert qui doit être dans la salle quelque part avec les enfants. Dans l'équipe, il y a bien sûr Michel Desvignes, et Michel nous fait l'honneur exceptionnel d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous Michel, vous êtes accompagné de Carolina Samborska qui est là, qui est en charge du suivi du projet au Familistère pour votre agence. Il y a aussi dans cette équipe Hugues Dutton et associés qui sont des ingénieurs structure. Pour faire le projet de la place, il va falloir faire les passerelles sur l'Oise et sur le canal. Donc ils sont représentés par Gaëtan Keller, je ne sais pas s'il est dans la salle. Et puis on a France Air, ingénieur fluide. Fluide, ça veut dire quoi? On va faire un petit peu de sémantique technique. C'est les réseaux, eau, électricité, gaz, téléphone. Et puis aussi le pilotage de chantier qui est assuré par monsieur Bernard Mandagaran qui est ici présent. Mais avant de vous laisser la parole donc à l'équipe de maîtrise d'œuvre, quelques mots sur le rôle de votre équipe depuis quelques temps sur le programme et puis je vais vous donner aussi quelques éléments sur le programme de nos échanges à venir tout de suite. En 2009, votre équipe d'architectes urbanistes, paysagistes et ingénieurs a été retenue à l'issue d'un concours organisé par le Familistère et qui avait identifié 23 candidats. Vous savez qu'on a des systèmes de concours pour retenir des équipes et c'est sur 23, il y a eu 24 équipes et c'est donc votre équipe qui a été retenue. Et dans le cadre du programme Utopia, le concours visait plusieurs choses, en particulier à redonner l'unité au site du Familistère, à créer un espace partagé avec une zone de rencontre limitée à 20 km/h pour les véhicules, vous comprenez pourquoi on va limiter la vitesse sur la place, mais aussi à respecter la mixité des multiples usages du Familistère par ses habitants, par ses utilisateurs et ses visiteurs. Aujourd'hui, après vos études et les autorisations nécessaires, messieurs, et comme chacun ici a pu le constater, vous avez vu que c'est un vrai chantier sur la place aujourd'hui. Le chantier a déjà commencé en ce début 2012 et va s'achever mi-2013. Mais n'en disons pas plus, tout ceci est et sera développé dans le foyer
où vous pourrez poser directement à l'équipe toutes vos questions. Le foyer du théâtre, c'est celui qui est juste au-dessus du hall d'entrée, au premier étage. Je vous invite à aller poser des questions à l'équipe. Nous vous donnons rendez-vous pour cela à partir de 15h30 jusqu'à 16h30 dans le foyer du théâtre et l'équipe répondra directement à toutes vos questions si vous le souhaitez. Avant ces échanges directs et dès maintenant, dans cette grande salle, jusqu'à 15h30 à peu près, nous vous proposons une conversation plus large, au-delà du familistère, sur la thématique du paysage à habiter. Cette conversation débutera avec vous, Michel. Vous qui avez été lauréat du Grand Prix national de l'urbanisme 2011. Votre travail pratique et théorique est salué en Europe, en Amérique, en Asie. Et vous allez nous y transporter. Et là, je cite, de Rotterdam aux Pays-Bas. Nous allons nous promener avec Michel dans ces projets. De Rotterdam aux Pays-Bas, à Minneapolis aux États-Unis d'Amérique. Nous irons de Moscou en Russie à Hong Kong en Chine, en passant par le Qatar, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, mais aussi Lille, Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Je vois que vous feuilletez toute votre diaporama. Ça, vous allez voir que vous allez vous voyager. Et notre conversation continuera ensuite avec vous, Jean-Jacques Hubert, et l'équipe et votre équipe, pour comprendre le pilotage d'H2O sur un projet urbain et paysager d'espace public. On va parler du chemin à parcourir, du programme au projet, le rôle du vide et du plein dans l'espace, les notions d'unité, de monumentalité, la question des usages, les changements d'échelle, l'accessibilité pour tous, élément très important dans le projet, et puis le dialogue patrimonial. Sachez que tout ne pourra pas être dit, et rappelons que la conversation pourra continuer, comme je vous l'ai dit, au foyer du théâtre. Cette fois-ci, elle sera beaucoup plus ancrée sur le projet du familistère et vous pourrez poser des questions beaucoup plus précises. Mais tout de suite, Michel Devigne, partons dans le monde à la rencontre de vos idées et projets. Et je vous laisse sur ce la parole. Bonjour. Moi, je vous trouve très courageux un jour comme aujourd'hui avec le soleil dehors. Donc, on va essayer de ne pas être totalement rasoir à l'heure de la sieste. Alors, donc je vous propose de dire peut-être l'essentiel de chacune des quelques images qu'on va voir. Alors, en plus, il faut que j'appuie sur le bouton. Ouais. Ça ne va pas aider. C'est celui-ci. Mais pour avancer. Et pour avancer, c'est là. D'accord. Et ça, c'est le petit truc rouge. Je vise. Ok. Non, ça ne marche pas. Celui dessous, pardon, alors. Voilà, ça marche. Non, c'est plutôt juste pour introduire un peu, au fond, à quoi peut servir un paysagiste aujourd'hui dans notre société, dans nos villes, au fond, à quoi peut-on contribuer? Alors, par exemple, donc, je vous montre un peu des cas d'école. J'espère que ce ne sera pas trop abstrait. Alors, par exemple, ici, c'est la ville de Rotterdam qui s'interroge sur deux sujets. Un, on sait bien qu'il va falloir lutter contre les inondations. Je veux dire, il est probable que dans les années à venir, il y aura plus d'inondations. Et d'autre part, il faut continuer à agrandir les villes. Alors là, sans trop de commentaires, vous avez des taches marron parmi des lignes noires. La ville est en haut de l'image. Et c'est simplement dans le grand delta de la Meuse et du Rhin. C'était un polder. Vous savez, avant, on mettait des digues autour des territoires. Aujourd'hui, on sait qu'il faut enlever les digues pour que l'eau puisse s'étendre quand il y a des crues. Mais on a proposé d'utiliser certains reliefs, en fait d'anciennes rivières, ça je ne veux pas tout vous commenter, pour pouvoir installer des quartiers. C'est-à-dire tout simplement jouer avec la géographie pour qu'il y ait à la fois de la place pour l'eau et de la place pour l'homme. Alors, je ne commande pas plus, mais vous voyez que c'est un dessin un peu particulier. Ces villes ont des formes d'îles, ont les formes d'une géographie. C'est-à-dire lorsqu'on est attentif à la géographie, on trouve des solutions pour construire et pour jouer avec les phénomènes naturels. Donc rien de plus à dire, mais vous voyez qu'à d'autres périodes on aurait fait autrement, on aurait fait un grand rectangle au milieu, d'immenses digues autour, des ponts, etc. On arrive à avoir des moyens beaucoup plus modestes, plus fins, plus précis par rapport à ce qui est déjà là. Voilà. Rien d'autre à dire. Si j'arrive à retrouver le bouton, je vise comme ça, ça marche. Donc en doré sur cette maquette, vous avez justement un jour d'inondation. Ces quartiers qui seraient eux bien entendu hors d'eau mais qui ont la forme de la géographie, la forme des anciennes rivières. Alors je vous montre un autre cas d'école, peut-être vous l'avez vu dans la presse, en ce moment il y a une réflexion menée au sud de Paris où il y a déjà 10% de la recherche scientifique française pour développer un grand campus universitaire lié aux sciences de l'ingénieur, donc un regroupement des grandes écoles, ce qui est déjà le cas, il y a déjà beaucoup de centres de recherche, mais c'est un territoire très grand.
Et jusqu'à aujourd'hui, un peu comme partout en France, ce territoire se remplit petit à petit au fur et à mesure des besoins. Et là, on se pose la question de quelle forme donner, comment faire pour s'installer dans un grand territoire. Alors je vous le montre. On voit rien. Mais quand même, pour les... Alors attendez, il y a un laser, non, c'est ça? Oh là, non, c'est le grand. Le grand. Ça, par exemple, c'est Versailles. La grande croix du canal de Versailles, tout ça, c'est Paris. Et on nous demande de réfléchir à ce territoire-là qui est très grand, qui est un grand territoire agricole et de villes nouvelles, dans lequel il y a déjà toute une série d'établissements scientifiques dispersés. On doit en accueillir beaucoup d'autres. Comment faire face à cette sorte d'étalement? Alors, on a des supports de nouveau liés à la géographie. Pour ceux qui connaissent un peu la région autour de Paris, ce n'est pas un paysage grandiose, mais il y a quand même autour des vallées les coteaux. Les coteaux étaient de pente importante, on n'a pas pu les cultiver ni les construire, donc il reste des boisements. L'idée qu'on a, c'est d'utiliser ces grands boisements comme appui, comme ligne d'horizon commune. Par rapport à l'étalement des bâtiments, ce qui manque parfois, c'est qu'il y ait juste au moins une ligne d'horizon commune plus grande que tous les bâtiments. Je trouve terrible les villes où il n'y a que l'accumulation des individus. C'est bien quand à un moment on a une structure collective à l'échelle du paysage, à l'échelle de la géographie qui dépasse juste celle d'un bâtiment, par exemple. Et justement, on a proposé, pardon, je n'ai pas été assez clair. Non, alors là c'est difficile. Donc la marche arrière, je ne l'ai pas trouvée encore, mais en vert vif, il y a l'idée qu'on va augmenter, amplifier, c'était le mot que vous avez redit, la géographie qui préexiste. Donc on va compléter les boisements sur les coteaux, ça va faire des grandes lignes d'horizon. Ce qu'on regarde là fait 30 km de long. Et les taches rouges correspondent justement au centre de recherche, mais chacun fait 250 hectares, c'est grand comme un grand quartier, ça fait disons 2,5 km par 1 km. Ces quartiers existent, il s'agit de les intensifier, c'est le projet, mais on leur donne un cadre commun, ce sont ces grandes lignes boisées. Donc c'est un archipel, on accepte l'idée que c'est un archipel et on donne l'unité par le paysage. Bon, je vais un peu plus vite. Alors en plus détaillé, sur un zoom, on est en train de commencer ce travail sur, alors là c'est 8 km de long. Alors ça c'est ce qui préexiste, vous avez en vert les coteaux boisés. Alors on propose autour des routes d'ailleurs de donner plus d'importance à ces coteaux. Là ici c'est facile, ce qui préexiste est fort, mais il y a une chose plus importante qui suit. Voilà, on s'est rendu compte que, en étant attentif, bien sûr, c'est des notions que vous voyez dans la presse, il y a un grand territoire agricole. Celui-ci est protégé, bien entendu. Il y a 2300 hectares qu'on ne construit pas. Mais dans les parcelles qui devaient être construites, les architectes qui en travaillent, qui sont des Belges, se sont débrouillés pour construire d'une manière compacte, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout le terrain. Et donc ce qui est dessiné en vert vif ici, c'est un ensemble de parcs de 500 hectares qui est presque une réserve dont on n'a pas besoin pour les bâtiments, et c'est ça qui va donner le grand espace public, le grand parc commun pour tous les quartiers scientifiques qui vont se développer. Alors c'est très important à dire, il y a eu des périodes où on construisait les espaces publics à la taille des villes, à la taille des quartiers. Alors par exemple au XIXe siècle, il y a eu des grands développements urbains en Angleterre, aux États-Unis, où il y a eu toujours, et en Europe bien entendu, où on a fait des grands parcs et des grands espaces publics à l'échelle des villes. Au XXe siècle, et notamment après la Deuxième Guerre, il y a eu des tas d'autres priorités, et on a tous le sentiment qu'on n'a pas construit les espaces publics à l'échelle de la ville. Il y a eu ce qu'on appelle un très grand étalement urbain. Alors je profite des images pour dire d'autres choses. Il y a eu un très très grand étalement urbain, au point, vous le savez, aujourd'hui, 50% des habitants en France, mais c'est vrai en Europe, vivent dans des maisons, des petits lotissements hors de la ville. Hors de la ville, ça veut dire qu'il faut une voiture pour aller à l'école, au travail, pour faire des courses. C'est un phénomène de société dont on entend tous parler, qui est considérable, qui a des effets sociaux et politiques importants, et on n'a peut-être pas fait, en effet, les espaces publics à l'échelle de cette ville. Les villes ont beaucoup grandi, et c'est comme si on n'avait pas vu, et nous n'avons pas fait ce qu'il fallait autour. La proposition qu'on fait ici, cette grande continuité verte que vous avez au milieu, c'est d'avoir ce très grand parc qui sera l'espace public commun pour tous ces quartiers scientifiques.
Et on peut le faire. C'est-à-dire si on dose bien les concentrations de bâtiments, s'il y a les bonnes densités, alors on est capable de libérer de la surface sans manger de l'espace agricole pour donner le cadre commun. Enfin, j'insiste sur ce dessin peut-être plus que d'autres à venir parce que ça, ce sont des notions très importantes dans l'urbanisme contemporain. Et on n'est pas dans la création de villes nouvelles, on est dans la réparation de ce qui existe. Aujourd'hui, on n'est pas dans des sociétés en pleine expansion, comme vous le savez. Mais il est temps, nous sommes mûrs pour peut-être améliorer, réparer ce que sont nos villes. Je continue. Alors bien sûr, il y a des routes. Et puis, alors ça, c'est mes confrères belges qui ont amené cette idée. Vous avez des formes en vert plus vif. Ils appellent ça une chaîne d'espace public. Le parc que je monte de 500 hectares fera 7-8 km de long. Et il va finalement permettre de construire des quartiers qui font 2,5 km. On sait qu'on ne peut pas faire un quartier de 7 km de long. C'est trop long, ça ne marche pas, on ne peut pas le faire à pied. On ne peut pas le parcourir à pied. Donc, on décompose ce quartier de 7 km en quartier de 2,5 km. Et chacun de ces quartiers de 2,5 km aura, alors vous voyez de temps en temps une croix, une ligne, un carré, aura un espace public majeur. Et ça, c'est important. Il nous faut toutes les échelles. Ce qui est vrai à 10 km n'est pas vrai pour 2,5 km. Et par exemple, on y viendra, ce qu'il y a de formidable ici à Guise, ça va être cette grande place. Au fond, tous les éléments que je décris, vous les avez autour de vous. À Guise, il y aura la grande place, un grand espace public que tout le monde connaît, qui est un repère qu'on identifie. Mais derrière le Familistère, il y a le parc. Il y a un parc qui concerne toute la communauté. Et puis au-delà de ça, il y a les rivières, il y a les coteaux, il y a la géographie. Et on a besoin dans une ville, je crois, pour être équilibré, de ces trois notions-là. Se sentir bien dans sa géographie, avoir des parcs à l'échelle de la ville et des espaces publics, des grandes places qui permettent de s'identifier, de savoir où on va. Donc, 3 dimensions, 3 échelles, 3 solutions, et les 3 sont nécessaires. Des routes, etc. Et puis des quartiers simulés à cet endroit-là. Voilà, donc c'est en gris foncé, c'est ce qui existe, en blanc, c'est ce qui viendra, c'est le grand cluster. Mais d'autres avant nous avaient travaillé et avaient imaginé un grand quartier unitaire. Et c'est absurde, 7 km de long, ça n'a pas de sens. Voilà. Bon, je vais aller vite parce que sinon je sens la sieste arriver. Alors par exemple, d'autres exercices qu'on peut faire. Le problème dans les villes souvent, c'est l'éclectisme. C'est-à-dire vous avez une place rouge, une place jaune, un jardin violet, etc. Et les villes sont une accumulation de choses. Souvent, on se sent bien dans une ville quand on a le sentiment que c'est le même sol partout, que c'est le socle, que c'est un morceau de la terre sur laquelle on se trouve. Alors à Bordeaux, nous avait commandé une règle du jeu et on a défini tous les composants des espaces publics de la ville. Donc avec quoi c'est fait, quelle est la palette végétale? Bon, vous l'imaginez, je ne décris pas. Et ça a conduit par exemple, donc vous avez le plan, le grand plan là, c'est le plan de tous les espaces verts de Bordeaux pour lesquels on a donné des règles du jeu physiques. Donc ce n'est pas de la réglementation, c'est avec quoi on fait. L'engin est paralysé. Alors juste un exemple à propos d'industrie. Dans Bordeaux, il y a la rive gauche que tout le monde connaît, magnifique, très bel ensemble monumental. Et on a un confrère, Michel Corajou, qui a aménagé les quais sur 50 hectares, magnifique. Vous avez 7 km de long d'un superbe espace public le long du fleuve. En vis-à-vis, il y avait des territoires industriels en déshérence. Et on nous a demandé, et on sait que petit à petit, ces territoires mutent et vont devenir autre chose. Et on a proposé de faire un grand parc en vis-à-vis du parc de Corajou. Ce n'est pas une jalousie, c'est un bon copain, mais on voulait nous aussi faire un grand parc. Simplement, ce parc ne peut se faire que progressivement. Alors, je montre très simplement, il faut que vous ayez beaucoup d'imagination, c'est les petits points blancs, mais en gros, quand une parcelle est libre, on la plante. Et d'ailleurs, c'est un projet qu'on a commencé depuis 6 ou 7 ans. Chaque année, on fait, d'ailleurs c'est modeste, ils ont moins d'argent qu'avant, malheureusement pour nous. Donc on a 1 million d'euros par an et on plante 1 million d'euros par an. Enfin, c'est pas le mot, on plante des arbres bien sûr, mais petit à petit, on va couvrir ces 50 hectares au fur et à mesure de la libération des parcelles. Et moi j'aime bien l'idée de dire que ce n'est pas une fausse nature, ça gardera les traces de l'industrie, ce sera vert, mais on reste dans les traces de ce qu'était l'industrie pendant un demi-siècle. Alors, je vais vite, plus proche de chez vous, on travaille sur Eura-Lens, donc vous savez bien à Lens, le Louvre débarque entre Lens, Liévin et Los Angeles, et donc il y a une architecte qui construit une magnifique annexe du Louvre,
Et puis quand même, tout le monde, la communauté veut, la région veut développer autour du musée. Alors là aussi, compte tenu de la dimension du site, tout le monde a pensé que le paysage pouvait être un bon support pour développer, pour redévelopper l'agglomération. Alors, vous qui connaissez bien la région, vous savez qu'entre les terris et les carreaux de mine, il y avait ce qu'on appelle des cavaliers. C'était des chemins hauts sur lesquels circulaient les wagonnets avec les matériaux. Donc il y avait finalement un réseau de chemins décollés du sol pour que ces wagonnets, bien entendu, ne rencontrent pas les... Enfin, il y avait les routes au niveau du sol et sur des talus, sur des digues, tous les transports de matériaux. Et ça donne... Vous savez bien, il y a longtemps que les mines sont abandonnées. Il y a d'ailleurs eu déjà des interventions de paysagistes. Beaucoup de choses ont été plantées. Il y a une forte présence végétale dans le bassin minier. Contre toute attente, ça devient... on n'est plus au niveau de la friche. C'est une chose qui d'ailleurs rassure la population. La friche, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est au-delà de la friche. C'est un territoire qui a déjà été valorisé. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser tous ces cavaliers et même d'en créer de nouveaux, un faisceau de cheminement qui va permettre de remembrer les parcelles. Vous savez, c'est comme en agriculture. Le parcellaire, c'est important. On peut modifier la taille des parcelles, ça change leur exploitation. Dans une ville, c'est la même chose. Il y a aujourd'hui des très grandes parcelles héritées de l'industrie. Il faut les redécouper pour pouvoir en faire autre chose. Pour les redécouper, justement, on utilise ces continuités aujourd'hui végétales qui sont l'héritage de ces cavaliers, donc les digues des bassins miniers. Alors je vais un peu vite parce que sinon... Donc voilà un petit plan. Chaque carré correspond à 1 kilomètre. Et tout ce qui est vert, ce sont à la fois des cavaliers qui existent, des cavaliers qu'on va créer, toute une série de chemins qui va permettre littéralement de remembrer le parcellaire de Rallens. Alors pour ceux qui connaissent évidemment le stade Bollard, le Louvre, Lens est à gauche, Liévin est à droite, Los-Anguel plus au nord. Et donc on installe toutes ces séries de chemins, une bonne partie existe. Dans nos métiers, ce que nous faisons, c'est essentiellement de la transformation. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « moi je vais vous faire la ville idéale », on n'en est plus là. Nous sommes dans une période où beaucoup de choses sont là et on transforme ce qui est là, on améliore ce qui est là, on recompose. Alors, moi je suis nul avec la technique, hein, ça c'est... Donc ça donne entre ce faisceau de chemin des parcelles, là je ne commente pas, il y a des parcelles qu'on va pouvoir aménager. On va jouer avec l'eau, mais ça va un peu de soi. Et après, je suis bloqué, la machine ne veut plus rien. Alors, je vous montre maintenant très vite, parce que ça va être rasoir, mais des expériences un peu de même nature. Alors, en Russie, comme à Saclay, ils veulent faire, on espère que ce sera vrai d'ailleurs, un grand centre de recherche. C'est le sud de Moscou, c'est cette parcelle ici. Et là, alors moi je suis d'origine russe, ça tombait bien, j'étais vaguement... sensible à ce qu'il me montrait. Donc on va faire des forêts. Disons ce grand territoire, ça va être des forêts. On installe le centre de recherche dans des forêts. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. On a fait un projet à Hong Kong. Alors ça paraît loin, mais finalement c'est pas si loin. Et il y a un grand territoire qui était également un territoire portuaire à l'abandon. Il va s'y développer le centre culturel de Hong Kong. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a... Dès qu'on quitte cette ville, enfin, on a tous vu des images de Hong Kong avec les tours, etc. Mais dès qu'on sort, c'est très naturel. Et il y a des tas d'îles dans cette mer. Et nous, on a dit aux gens que ça, pour nous, c'était le premier point de la nature dans la ville. C'était le premier élément de vraie géographie naturelle dans la ville. Et plutôt que de faire un aménagement très artificiel, on a proposé, ça paraît bête, hein, de dire, voilà, on fait un grand parc et le centre culturel sera dans le parc. Alors ça paraît bête, mais ce n'était pas l'idée qu'avaient les autres. Donc, ben voilà, c'est tout bête. Hein. Au fond, c'est assez facile comme métier, comme vous voyez. Donc on a juste dit, on va faire un parc. Simplement, je crois qu'on a dit la bonne taille au bon endroit. Alors l'île 2030, alors l'île est en train de réfléchir à son avenir. C'est-à-dire comment... D'ailleurs, c'est intéressant aujourd'hui. Beaucoup de grandes villes se posent la question de leur territoire. Alors les mots sont pénibles toujours dans nos métiers, on a toujours du verbiage, donc à leur territoire, qu'est-ce qui se passe autour, dans quoi on est. C'est vrai que pendant longtemps, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Les villes se sont étalées et on s'est peu préoccupé dans quoi c'était. Alors là, l'île 2030 se pose des tas de questions sur son grand territoire. Alors, en bleu, c'est des constructions, en vert, l'agriculture.
il faut donner un peu des formes. Vous savez bien, le problème aujourd'hui, c'est que voilà, il y a les banlieues, il y a les grands ensembles, il y a les lotissements, puis ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de forme, on ne sait pas. On a du mal à décrire nos villes. Quand on vous demande de faire des plans des villes dans lesquelles on vit, c'est pas toujours facile aujourd'hui. Alors, on a remarqué une chose particulière, c'est que, au fond, l'île a un centre qui est relativement dense, et puis très vite, c'est plein de villages autour, de hameaux. Et il y a des endroits particuliers autour. Entre la partie dense et les premiers hameaux, c'est comme des sortes d'hémicycles. C'est-à-dire de partout, quand on longe cette ville, on a une vue sur un village qui se trouve, comme nous, au milieu d'un hémicycle. Et c'est vrai de tout le tour de l'île, c'est une forme, c'est le hasard un peu, hein, mais tout autour de l'île, vous vous trouvez dans une ville qui se termine, comme vous, sur un hémicycle, avec au milieu un village. Et franchement, c'est une situation très étonnante. Et on a proposé aux élus de donner un caractère particulier à ces hémicycles verts. Et en fait, en donnant une qualité particulière aux chemins, en plantant le long des chemins, en faisant des lieux le long des chemins, on ne va pas changer les exploitations agricoles, mais on va créer une sorte d'espace public en donnant de la qualité au cheminement. Alors je crois que ça a beaucoup intéressé les élus de l'île et qu'on va pousser cette idée-là. Bon, juste par exemple, ça c'est Burgos, une ville où j'étais il y a quelques semaines, on a inauguré, je n'ai pas les photos du truc fait, c'est terrible l'Espagne, hein, vous savez, c'est une ville en crise, mais qui ont quand même investi dans les infrastructures. Et là, il y avait un faisceau de voies ferrées qui a changé parce qu'ils ont fait un TGV avec une gare hors la ville. Et ils se sont retrouvés en plein centre-ville avec un faisceau de voies qui fait 9 km de long et qui ne va plus servir pour les voies ferrées. Donc ils ont voulu faire un boulevard pour prévoir des constructions futures, ce qui, entre nous, va prendre un certain temps, vu les chantiers à l'arrêt en Espagne. Mais quand même, ils sont allés au bout. Ils ont fini l'infrastructure. Donc on a planté, je ne sais plus combien, enfin 5000 arbres, aménagé un boulevard tout le long de ces 9 km, un peu comme une rivière. C'est un peu comme un morceau de géographie. Alors je veux dire, j'y étais il y a 2 semaines. Il y avait un côté désespérant par la crise et en même temps il y avait un vrai optimisme parce qu'on voyait que là le long on pourra faire quelque chose parce qu'aujourd'hui comme partout quand ils ont des constructions à faire ils vont les faire partout autour alors qu'en ayant aménagé cet ancien faisceau de voies ferrées, on a viabilisé des parcelles, on a donné de la qualité à des parcelles et aujourd'hui, dès qu'ils ont un truc à construire, eh bien, c'est le long du nouveau boulevard que ça va se passer. Donc je suis revenu à la fois désespéré, mais en même temps plutôt optimiste en disant voilà, là, il y a un avenir pour cette ville, ils sauront comment développer leur territoire. Bon, on va vite, c'est presque fini. Non, là, je crois que je vais passer vite. Si j'arrive. Non, ça je ne commente pas. Bon, on aménage des quartiers à Lyon, Lyon-Confluence, et le long de la Saône, on crée tout un système de parcs, donc un ensemble d'espaces publics. Seul mot à dire, quand on prévoit un quartier, bien sûr, on dessine tous les espaces publics avant toute chose. C'est ça qui donne la qualité. Et là, les élus lyonnais, ce qu'ils voulaient, c'est justement résister à l'étalement urbain. Eh bien, c'est comment faire à la fois un quartier dense, mais que ce quartier dense ait une forte relation avec les espaces publics. J'ai presque fini. Je vais vite. Alors, dernière chose, par exemple, on est en train d'aménager le vieux port de Marseille. Enfin, d'aménager, c'est pas le mot, ça nous a pas attendu. Ça date de 2600 ans. Donc, simplement, on est en train de transformer les quais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, OK, on fait ça minéral à la condition qu'on ait un parc de même taille. Alors ça fait 1,5 km, ça fait 1,5 km aussi. Je dis, d'accord, un port où il n'y a pas d'arbres, parce que c'est ça logique, c'est un port. Mais par contre, on crée un grand système de parcs et c'est la porte de Marseille sur son littoral. Donc c'est le genre d'idée qu'on amène dans une ville. Bon, c'est tout. Un truc en Suède, voilà. Même au Qatar, on peut faire des paysages qui jouent avec le peu d'eau qu'ils ont. D'ailleurs, ça, c'est au Qatar. C'est un paysage désertique, mais on peut jouer avec les mangroves, avec les marais, avec les fortes précipitations qui sont parfois courtes, mais je ne commande pas trop parce que là, ça devient... Ok, moi je crois qu'on va arrêter. Des trucs à Anvers, transformation du port où on amène de la végétation. Là, peut-être juste un mot en disant, moi j'aime beaucoup ces anciens lieux de l'industrie. Donc on ne veut pas perdre leur caractère.
ça reste minéral, mais on a fait des poches d'arbres. Ce qui fait que les quais du port, qui sont kilométriques, hein, ça fait 1 kilomètre de long, ça peut être un peu effrayant. Quand on a commencé, moi j'ai dit aux élus, écoutez, on va rien faire du tout, c'est très bien comme ça. Ils ont voulu me virer. Donc on a dit, oula, d'accord, on va revoir notre position. Donc on a amené de la végétation, mais on a amené des poches d'arbres, ce qui fait qu'en perspective, on croit que c'est un bois qui fait 1 kilomètre. Mais en travers, on voit toujours vers le plan d'eau. Voilà, d'ailleurs c'est fait. C'est jeune, hein, bien sûr. J'ai beau avoir l'âge que j'ai, un paysagiste, il faut longtemps pour que ce soit montrable. On travaille à Dunkerque sur la transformation d'anciens môles. Et là, l'idée, c'est de faire des jardins provisoires. Ils sont en train de faire un nouveau système de déviation à Dunkerque de la circulation. Il y a des transports en commun. Et on aménage des jardins provisoires. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est ne pas attendre pendant une génération avec un terrain vague, avoir une action immédiate, modeste, très modeste, qui fait que les pratiques changent, les usages changent, et progressivement, bien sûr, on fera le vrai aménagement avec des moyens. Alors, je vais vous en montrer des vrais. Par exemple, sur l'île Seguin, l'ancienne usine Renault à Boulogne, il va y avoir des choses extraordinaires, ça fait une 30aine d'années qu'on en parle, mais nous, on a fait ce jardin modeste qui préfigure, et c'était la première fois que le public avait accès à l'île Seguin. Voilà, une place aux Pays-Bas, alors une place qui est une plage pratiquement au bord d'un lac, tout près d'Amsterdam. Voilà, je crois que j'arrête parce que c'est la fin. Voilà, ça c'est le parvis du musée d'art moderne à Luxembourg. Qui est à la fois un parvis mais une forêt. Voilà. On a mis une forêt sur une place. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'arbres. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Michel Desvignes. Je crois qu'on peut l'applaudir effectivement très fort. C'est exceptionnel ce qu'on a aujourd'hui au Familistère, sachez-le. Michel Desvignes nous fait cet honneur-là aujourd'hui d'être présent parmi nous. Juste quelques questions, peut-être on pourra avoir 2-3 questions dans la salle si vous voulez, pour pas prendre trop de temps. Vous nous avez parlé de vos fortes idées opératoires, Michel, la géographie amplifiée, l'identification de la juste échelle, vous avez compris ces changements d'échelle, la nature intermédiaire, le paysage zéro qui intègre le temps. Donc en pragmatique, pour poser la question comment arranger les choses, vous formulez une question urbaine majeure dont la résolution vous inquiète. C'est l'absence de paysage de l'habitat pavillonnaire, c'est les non-lieux de l'étalement urbain, ce sont les camps de la ville. Et être paysagiste, dites-vous, c'est contribuer à l'édification d'un territoire commun. Alors sur ce point, j'ai envie de vous poser une question, et je la pose au nom de toute l'équipe du Familistère. Jean-Baptiste André Gaudin aurait-il été un paysagiste ? Ça, c'est une colle. D'abord, moi, je suis nul en histoire, je préfère le dire tout de suite. J'aime bien la géographie, mais je connais mal l'histoire. Mais simplement, quand j'observe la réalité, qu'on a pu regarder enfin, tous ensemble, on voit bien que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a le Familistère, mais il y a le parc qui est derrière, il y a la place, il y a toute une série d'espaces publics très bien organisés, très bien articulés. Et on peut dire qu'il y a tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui. Donc, oui. Merci. Donc on va retenir que Gaudin aurait été paysagiste. En quoi l'échelle et la nature du projet familistérien, c'est-à-dire le projet que vous voyez aujourd'hui, en tout cas vous voyez l'échelle de la place, l'échelle d'intervention, en quoi est-ce que vous avez fait au Familistère avec l'équipe d'H2O, avec Francaire, en quoi est-ce que ça interpelle vos autres projets et en quoi ça interpelle d'autres échelles? Parce qu'on a vu votre dextérité dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ici au Familistère en comparaison, si on peut dire? Finalement, je l'ai un petit peu dit en parlant de Saclay. Ici, il y a la grande place, il y a le parc, il y a les bords de la rivière, il y a aussi des reliefs. Je trouve qu'il y a des bonnes proportions dans les ingrédients qui permettent de constituer les espaces publics d'une ville. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une belle maîtrise de l'échelle. Enfin, les choses étaient bien faites, bien dimensionnées. Et on a besoin de modèles parce que très franchement, c'est pas facile. Je pense que il y a ce qui fait la qualité, ce que moi j'apprécie chez mes confrères, la qualité d'une architecture, c'est plutôt sa pertinence, c'est le bon geste au bon endroit, plutôt, selon moi, que son habileté. Il y a des trucs qui sont très photogéniques, très habiles, très inventifs. Moi, ça m'émeut pas toujours. Par contre, la bonne échelle, la bonne taille au bon endroit, ça me touche toujours. Et je trouve que ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est une très bonne référence en termes d'échelle. Et effectivement,
le problème aujourd'hui se pose souvent de la densification de nos villes, même des villes de petite taille. Et on a ici, je trouve, un très bon exemple, une très bonne référence dimensionnelle. Donc ça compte beaucoup. Oui, c'est un bel exemple. Je dois dire que je découvre la même chose dans les cités minières. Par exemple, dans le bassin minier, les cités de Lens et de Liévin sont très bien faites. Et pourquoi? La même chose. Les maisons sont vétustes, les gens qui y vivent éventuellement souffrent de cette vétusté. Par contre, il y a des espaces publics de très grande qualité. Enfin, pour ceux qui sont déjà allés, ça a été bien dessiné. Il y a vraiment des places, des jardins, des parcs, des ensembles d'espaces publics à la dimension juste. Et c'est comme si depuis, on avait perdu, par d'autres priorités, je veux dire, il a fallu reconstruire après la guerre, il y a eu des grandes vagues de construction de grands ensembles qui font que ces problèmes-là ont été relégués à un second plan. Mais jusque-là, il y avait un vrai savoir-faire de dimensionnement des espaces publics. Donc je dirais que dans le bassin minier comme ici, je vois des très très bonnes références d'espaces publics qui servent partout. Merci. Donc nous, si vous voulez bien, nous allons continuer rapidement, très rapidement avec l'équipe d'H2O pour présenter une démarche de projet avec Jean-Jacques Hubert qui représente l'équipe H2O. On va là avoir 5-10 minutes de présentation rapide, Jean-Jacques, je crois. Et puis, on pourra se laisser quelques questions avec la salle, sachant qu'ensuite, tout cela pourra être prolongé pour aller au foyer du théâtre et pour poser des questions plus directement à l'équipe autour des panneaux qui sont installés dans le foyer du théâtre. Jean-Jacques, c'est à vous. Merci, bonjour. Donc, on voulait rapidement, comme le disait Bruno Hérault, faire une petite histoire du projet. Puisque, avant de vous le montrer, on voulait essayer de vous montrer à la fois la complexité et les différents enjeux. Ça commence bien. C'est celui d'en bas. Voilà. Tout d'abord, c'était se poser la question et donc d'appréhender justement la question posée. C'est-à-dire qu'un projet, ça se démarre avec un programme donc écrit par les élus et le syndicat mixte, partenariat syndicat mixte du famille Starr-Gaudin. Donc un programme, c'est quoi? Ça détermine des enjeux donc qui ont été évoqués tout à l'heure sur la place unitaire, sur l'histoire, parce que donc toute l'équipe de concepteurs qu'on est ici présent débarque sur le sujet un peu vierge, c'est-à-dire que les gens qui y habitent connaissent largement mieux le sujet que nous, et donc le programme est un peu le passeur de cette information. Alors c'est un projet réalisé à 4 mains, on l'a déjà dit. Donc vous voyez en bas les différentes personnes, ces différentes personnalités. Vous avez vu les personnalités de Michel Desvignes par le travail à l'échelle du paysage. On a aussi donc un concepteur d'ouvrages d'art, parce que faire une passerelle, ça nécessite un savoir-faire technique. Donc Bernard Mondagaran qui est présent, vous parler de fluide, mais c'est aussi la structure de la chaussée, c'est aussi faire passer des poids lourds, c'est aussi d'autres techniques. Et nous-mêmes, donc à H2O, qui avons la particularité de travailler plus sur le patrimoine et d'avoir un peu développer cette notion de comment construire, comment aménager, comment modifier, comment dialoguer avec le patrimoine aujourd'hui. Alors, ça c'était important pour nous de dire qu'un projet c'était d'abord une idée. Donc une idée, comment on se forge une idée, comment on démarre sur un sujet. On démarre avec des paramètres et on accumule un certain nombre de paramètres et d'idées. Et on se pose des hypothèses d'études. Donc je vais vous montrer différents projets, notamment un que Michel n'a pas montré. On a la chance de travailler avec lui sur la cathédrale d'Évreux. Et donc je vais par quelques exemples vous montrer comment on développe des idées. Donc là c'est la cathédrale d'Évreux, donc c'est un projet qu'on fait en commun. Pareil, un site très marqué puisqu'on a un beau bébé au milieu, la cathédrale d'Évreux. Et donc comment on peut aménager le parvis avec les questions qui vont se poser. Donc nous, je ne sais pas comment Michel a démarré chez lui, mais nous on a démarré comme ça, avec un grand tableau où on vient tout écrire. Donc les problématiques de l'eau, les problématiques de quels outils, comment attaquer la mise en forme, quels sont les usages, quelle est la programmation, quelle est la stratégie d'activation dans le temps. Donc on note toutes ces idées, c'est des mots d'abord, des mots-clés. Voilà, parce que la question qui nous était posée, c'est d'organiser le vide. Donc toujours en Évreux.
Donc on a fait la même chose pour Familistère, mais on vous le montrera après. Donc là c'est le plan de la cathédrale d'Évreux. Donc vous voyez l'analyse assez quantitative et objective selon nous de ce que c'est la circulation. Donc là par exemple sur la place du Familistère on a une zone partagée. Donc ça veut dire quoi à Évreux? Le sens unique, la circulation piétonne, le rapport à l'eau, différents sujets. Donc en plan, je vous montre un peu nos outils, parce que l'idée c'est d'être un peu didactique aujourd'hui, de vous montrer comment on travaille. Donc ça c'est des dessins un peu plus façon maquette. Donc on présente aux élus, c'est la concertation comme on a fait au Familistère, on présente aux gens et puis le projet se construit dans un dialogue avec les usagers et puis l'équipe de concepteurs. Alors donc un des thèmes, parce que je ne vais pas tous les citer, c'est par exemple l'échelle et le lieu. Donc et l'échelle du lieu. Donc là, c'était sur Évreux, toujours on continue, un travail qu'a fait l'agence des Vignes avec nous sur qu'est-ce que c'est une cathédrale, qu'est-ce que c'est une place de cathédrale. Donc vous voyez les différentes échelles possibles. Après, l'idée c'est d'aller voir les lieux, puis de travailler de manière de se familiariser avec ces lieux, de voir s'il y a des choses qui nous parlent par rapport au sujet qu'on nous pose. Donc en l'occurrence, la cathédrale d'Évreux qui est ici. Amiens, Chartres, Paris, et puis après des références, pourquoi pas, à l'étranger. Donc, appréhender le lieu donc avec des échelles et des notions d'échelle et aussi des structures similaires. Donc, ça va choquer certains sur le Familistère. Donc, par exemple, on peut comparer des lieux, même si l'idée même de ce lieu est totalement contradictoire avec l'image qu'on s'en fait. Donc, en l'occurrence, le palais social du Familistère est-il comparable avec la cour du château de Versailles? Est-il comparable avec les Invalides? Donc, c'est des échelles assez quantitatives dans le sens où la symbolique est totalement différente. Ça, c'était quelque chose qui n'est pas très loin de chez vous, à Charleville-Mézières. C'est un peu la même question que dû se poser Gaudin à l'époque. Donc, vous voyez, ça, c'est le plan de Mézières. Et puis, donc à une époque, on a dit, bon, on va construire une nouvelle, c'est quand même beaucoup plus pratique au bord de l'eau. Et puis surtout, elle est donc de plein pied avec la rivière. Donc voilà, donc ça peut donner aussi comme mode de construction. Parce que c'est un peu ce que Gaudin s'est posé. Donc il y a la ville de Guise ancienne, et il n'a pas hésité à reconstruire un autre chapitre à côté. Donc ça, c'était une référence qui était plus... c'est un architecte qui s'appelle Caruso St. John, une équipe d'anglais, où il y avait aussi cette question qu'on évoquera après, du patrimoine, de qu'est-ce que c'est l'unité de lieu, comment dire les choses. Tout à l'heure, Michel a parlé du bon geste et de l'habileté. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce projet, puisque avec des choses assez simples, ils arrivent à créer des situations, comme on voit avec... l'usage, la manière de pratiquer l'espace. Alors, ça c'est quelque chose d'assez particulier sur la notion de lieu et de renforcement des situations existantes. Puisque tout à l'heure on a parlé d'échelle, donc là on vous montre des images d'espace public à Amsterdam, d'un architecte Aldo van Eyck. Donc cet architecte-là a développé l'idée de lieu, l'idée d'appropriation, avec quelques éléments simples. Comment on peut mettre en situation des corps dans l'espace, comment on peut donner libre cours à une manière de faire et une manière d'habiter. Donc ça c'est aussi important, c'est aussi un des paramètres du projet qu'on développera tout à l'heure dans le projet. On vous montrera comment à la fois on peut donner à lire l'échelle symbolique de l'espace, l'échelle du lieu par rapport au bâtiment, donc le Familistère, et aussi l'échelle du corps. Tout à l'heure il y avait une interview d'un de vos élus qui était sous un arbre. Et donc ça m'a fait sourire parce qu'on a quand même cette grande place et on va toujours chercher l'arbre, le banc, l'élément auquel on peut s'accrocher à l'échelle du corps. Donc là c'est la même manière, un architecte Herzberger avec une école Montessori ici, où comment... Alors ça c'est encore un autre principe qui nous est cher, c'est mixer les usages. Donc là, c'est s'asseoir, pouvoir jouer, pouvoir monter. Nous, on l'a aussi utilisé dans la passerelle, par exemple, qu'on montrera, où donc on vient franchir le cours d'eau, en même temps on vient contempler. On aura ce système de gradins pour venir ici par la rampe. Donc on vient aussi pouvoir s'asseoir, pouvoir monter. Donc cette combinaison d'usages, vous voyez aussi ces deux personnes âgées, le banc, la porte, le franchissement. Donc cette combinaison d'usages a souvent comme qualité première de créer des nouvelles manières de faire.
Alors, la logique patrimoniale. Alors, tout à l'heure, sans parler d'être rasoir, il y a plusieurs manières d'aborder le patrimoine. Donc là, on voulait vous le montrer par rapport à un projet qu'on développe en cours à Lille. C'est pas du tout la même échelle que Michel. Donc nous, c'est juste 3 petits canaux dans le centre-ville. Mais on a cette problématique-là qu'on avait au Familistère. Quand vous êtes sur un lieu fort patrimonial, vous avez plusieurs manières de le restaurer, de le restituer. La première, c'est de restituer dans l'état originel, quand on le connaît. Donc par exemple, sur des cathédrales ou sur des monuments, on peut déterminer des états intermédiaires aussi. On peut dire, voilà, l'état 14e, 15e, 16e, c'est le plus intéressant. On peut aussi essayer de le restituer dans l'esprit originel. Donc par exemple, Gaudin, qu'aurait fait Gaudin aujourd'hui sur un projet contemporain? Et donc la 4e possibilité, celle qu'on a utilisée donc sur le Familistère, c'est renforcer les éléments en place quand il y en a. Donc par exemple cette statue, le monument Gaudin par lui-même, quelque part est quelque chose d'assez contradictoire avec l'idée que ce Gaudin s'en faisait, puisqu'on avait cette grande place libre et on n'était pas là forcément pour magnifier la statue et ce monument. Donc on s'est posé la même question à Lille. Donc ça c'est Notre-Dame de la Treille à Lille avec 3 anciens canaux à relier. Aujourd'hui vous voyez l'état des canaux, sont complètement remplis, ils sont inexistants et voire ils sont transformés en jardin. Donc la ville de Lille nous pose comme question comment donner à lire ce patrimoine, ce morceau de patrimoine qui est l'ancien canal. Donc première hypothèse, donc on fonctionne toujours par hypothèse, c'est recreuser le canal. Donc c'est un travail qu'on fait avec d'ici là qui sont des paysagistes et puis des équipes donc de Lille. Redonner à lire l'eau, est-ce qu'on peut recreuser un canal dans l'île, est-ce que c'est viable aujourd'hui? Et donc on a proposé, donc je vous sens développer le projet, l'idée de vous montrer c'était différentes hypothèses à chaque fois où on vient tester donc par des coupes, par des éléments en 3D, différentes manières de faire. Donc, soit on peut pas redégager, on peut pas redonner l'eau. Donc, comment est-ce qu'on symbolise l'eau? Comment créer? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de lieux. Nous, on parle de scènes urbaines, comme d'ailleurs on a fait aussi à Évreux assez rapidement, où on vient créer des lieux qu'on peut s'approprier à l'échelle du corps. Voilà, très rapidement. Par ce projet, je voulais vraiment vous montrer la question du patrimoine et la question des scénarios qu'on peut proposer. Alors, l'échelle du temps, on n'a pas évoqué ça par rapport à ton âge, mais sur le temps du projet aussi. Au début, vous allez voir, les arbres vont être tout petits, puis les choses vont évoluer. Donc, voilà, moi je rebondis. Et ce temps du projet, donc ici c'est un peu particulier parce que au Familistère, il y a entre le moment de la prise de décision et la réalisation, ça va assez rapidement en fin de compte. Puisqu'on va livrer d'ici 1 an et demi, vous aurez votre place, vous serez sur cette place, on pourra. Il y a d'autres projets où les choses se mettent en place de manière plus longue, comme montrait Michel à Bordeaux, où la lecture du projet se fait dans le temps. Donc nous, on avait pareil dans un projet donc à vocation de restauration d'un monument historique, donc le château de Montfort-sur-Risle. Donc vous voyez l'état du château. Aujourd'hui, il reste quelques ruines. Les velléités du maître d'ouvrage n'avaient pas les mêmes velléités qu'ici, avec surtout les mêmes forces de conviction et de persuasion pour les financements. Et donc, on leur a proposé plutôt une stratégie de réinvestissement progressif. Donc, vous voyez ici ce que ça devait être à l'époque. Et nous, ce qu'on leur propose, en fait, de redonner à lire à l'échelle du paysage. Alors c'est juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez. Donc on commence par donner à lire la forteresse depuis les douves et puis petit à petit on vient réinvestir le château. Et donc on leur a proposé donc ce projet. Et là où vous voyez, donc c'était important pour nous ce type de dessin puisque c'est comme ce que je vous ai montré avant, ça regroupe différentes thématiques qui vont de la sécurité, à la restauration, l'archéologie, le paysage. Et dans le temps, l'idée c'est à la fois au début on tourne autour, c'est interdit, on rend accessible progressivement et l'analogie qui nous intéressait sur ce château fort c'était la stratégie d'incursion, donc c'est la prise du château en fait. Voilà, il y a d'autres thématiques qu'on ne développera pas, notamment la matérialité, pourquoi le projet, comment choisir, le choix du matériau. Tout ce qui est système normatif aussi, puisqu'on
On va développer pour vous une zone 20, donc ça nécessite tout un travail avec les autorités compétentes. On est en zone inondable, voilà, tout un tas de paramètres qui font le projet. Donc ça, on pourra en parler ensemble. C'est une petite introduction aux grandes idées du projet. Donc vous voyez le croquis principal, ça c'est le familistère que vous voyez. Donc on est arrivé au moment du concours avec cette idée forte qui était la relation entre la ville et le jardin. Avec ces 4 positions qui vont du parc qui était existant, du jardin qu'on recrée, puisqu'on vient redonner le jardin jusqu'au pied du familistère en façade nord, la place centrale que vous connaissez, et puis la ville. Donc quelques idées fortes qui sont structurantes pour le projet. L'unité de lieu, c'était important. Donc à la fois on a un espace central et à la fois, vous voyez, il vient connecter les différentes entités. Le dialogue patrimonial, parce qu'on a cette centralité très forte, la symétrie, l'axe est-ouest, et des lieux thématiques qui sont ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les photos d'enfants ou d'appropriation de l'espace, qui sont l'appropriation du corps. Voilà, très rapidement. La perspective. Voilà, la perspective qui a fait que l'équipe H2O et des Vignes a été retenue. On peut féliciter Jean-Jacques Hubert aussi pour cette présentation. On vous remercie beaucoup. On a essayé d'être didactique. On a essayé d'être didactique, d'essayer d'expliquer des choses complexes que sont l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Je vous remercie d'avoir essayé d'être le plus clair et le plus simple possible pour que ce soit accessible à tous ceux qui ne sont pas professionnels de la question. Je voudrais juste poser une petite question et puis faire un petit clin d'œil à Jean-Baptiste André Gaudin. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec Solutions sociales, sachez que Gaudin condamne la petite maison et son petit jardin. Vous avez peut-être vu quand vous êtes baladé dans le pavillon central, la partie muséale, il y a des grandes maquettes au premier étage à droite, avec les cités de Mulhouse. Elles sont contemporaines de Gaudin. Et quand vous voyez comment le familistère est ramassé par sa compacité, ça interroge sur la capacité à mettre une même population avec une grande surface dans les cités qui vont devenir les cités de Mulhouse, qui seront l'exemple des cités jardins, et puis finalement l'exemple de nos cités pavillonnaires aujourd'hui, et puis ce qu'on appelle la notion de développement durable. Donc Gaudin construit au contraire un habitat compact du palais social. La question c'est est-ce qu'il n'était pas précurseur d'un urbanisme que l'on qualifierait aujourd'hui de durable? Et je vais poser la même question à Jean-Jacques Hubert et à Michel Desvignes que celle que j'ai posée tout à l'heure. Gaudin aurait-il été urbaniste? Après avoir posé de la question, aurait-il été paysagiste? Le principe, c'est de répondre à côté. Donc, je sais pas, non. Quand on parle de l'étalement urbain ou quand on compare Mulhouse, moi, ce qui me choque plus à Mulhouse, c'est la notion de hiérarchie dans les constructions et hiérarchie dans la société en général. Et moi, ce qui me frappe plus ici, donc il y a évidemment la densité, la concentration, l'urbanisme durable, oui, mais c'est ce que je m'ai noté que j'ai pas dit, c'est la mixité assumée dans le projet. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de hiérarchie. Et le projet aussi est le reflet de ça. C'est-à-dire qu'au moment de faire des choix, on l'a vu au moment de la concertation avec les personnes à mobilité réduite, avec les usagers, voilà. À chaque fois, cette question de la mixité et cette question de la non-hiérarchisation des entrées, des accès, pour tous, c'est ça qui me frappe le plus en fait. Et on ne retrouve pas la hiérarchie qu'on a dans les sites ouvrières traditionnels. Bon, je crois qu'on avait un peu tout dit, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé. Au fond, aujourd'hui, vous entendez souvent parler du développement durable avec toute une série de thématiques. Et en effet, les thématiques du développement durable sont toutes implicitement contenues dans le familistère de Guise et son environnement. Alors, peut-être y a-t-il quelques questions dans la salle. On peut s'accorder 5 minutes pour poser quelques questions. On va essayer d'être en quantité limitée. Sachez que l'équipe va se rendre au foyer du théâtre et que vous pourrez poser des questions très directement sur le projet du familistère. Donc, on va essayer de balader le micro. Je ne sais pas si... il y a un micro ici, Antoine, si vous voulez bien. Pardon. Avec la participation d'Antoine Santiard d'H2O. Merci Antoine. Alors, quelques questions peut-être, 2-3 questions. Oui, madame?
Oui, je voudrais juste savoir si Monsieur Gaudin aurait apprécié les parcs éoliens dans l'environnement qui peuvent défigurer notre paysage local, qui peuvent dépaysager nos petits villages des alentours. Je voulais simplement savoir ce que Monsieur Gaudin en aurait pensé. Alors, dans le cadre de je suis pas sûr que je suis pas sûr le spécialiste, et de vouloir rendre plus sympathiques nos villes et d'accord. Voilà. La question est difficile parce que vous nous demandez de parler pour Jean-Baptiste André Gaudin. On va essayer de taper du pied, voir s'il va nous parler peut-être. C'est une allusion à vos précédentes questions. Bon, la question est difficile à poser aux architectes, je pensais urbanistes, à moins que vous vouliez prendre la parole sur ce point-là. En votre qualité, pour faire plus simple dans ce cas-là, en votre qualité de paysagiste, est-ce que vous pouvez penser que ça peut s'assimiler par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre dans l'organisation d'un meilleur vécu pour les habitants en ville, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Non, je trouve que c'est un sujet très très difficile. Le sujet est très difficile à débattre. Je suis d'accord avec vous. Enfin bon, moi c'est la réflexion que je me fais après avoir entendu, Non, je trouve que dans ce développement des éoliennes, je veux dire, on comprend l'intérêt économique, environnemental, etc. Mais je trouve que jusque-là, on a vraiment fait l'économie totale de réflexion sur le développement du territoire autour de ces installations, me semble-t-il. Je sais il existe des études de paysage liées à l'implantation des éoliennes. Je crois que ce sont des études de complaisance. Oui, monsieur, une question? Oui, je voulais juste demander, en ce moment, toute l'étude du Famistère, toute l'étude du syndicat mixte, c'est contenu dans le parcellaire. Et j'ai été frappé au début, en 95 à peu près, quand le projet est parti, qu'il y avait une étude d'urbanisme et qu'elle se limitait à ce parcellaire. Est-ce que c'est la bonne échelle? Est-ce que l'échelle, c'est pas la ville dans son ensemble? Et est-ce que, d'autre part, si la fréquentation augmente, le fait de ne pas traiter la ville risque pas de freiner la fréquentation? Alors, je vais laisser la parole à notre équipe, mais sachez que quand on a fait le concours, il y avait une étude plus importante qui a été faite. L'équipe qui répond ici au projet de la place du Familistère a effectivement été dans le parcellaire du Familistère. Par contre, il y avait une étude antérieure qui était au début du programme Utopia, qui a été faite par une structure qui s'appelle Bécard et Palais, et qui est une étude qui abordait l'ensemble de la problématique de la ville, y compris par exemple la traversée des ponts, parce que comme vous le savez, il n'y a que 2 ponts pour traverser l'Oise, et là, cette étude-là a été faite bien en amont. Et la question qui va avec ça, et probablement est liée à la fréquentation, c'est de répondre à la dimension urbaine de la ville de Guise, du lien majeur, du coup du point de vue aussi culturel et touristique, de la ville, du Familistère et du château. Et bien entendu, le château participe à la dynamique d'un projet qui doit être géré dans sa globalité. Mais là, pour l'instant, on a la compétence d'intervention ici au syndicat mixte sur l'espace du Familistère, ce qui n'exclut pas qu'il y ait une réflexion globale qui se fasse et qui se fait aujourd'hui sur l'ensemble de la ville, y compris les liens avec le château. C'est des éléments que l'équipe de maîtrise d'œuvre, d'urbanisme et de paysage avait dans les mains. Oui, donc on n'a pas parlé d'Utopia parce que je vais parler rapidement du programme. Nous, on s'est inscrit donc sur la question qui s'était posée par rapport à la notion de limite aussi. Mais par exemple, le projet, quelque chose qui nous a toujours frappé, nous, c'est le lien avec l'usine. Donc Est-Ouest, et on a proposé cet élargissement du pont en plus de ce qui était demandé, aussi parce que c'était important pour nous, donc le confort des piétons, mais aussi la symbolique entre l'outil et donc le Familistère. Donc oui, aujourd'hui on vous parle souvent de la place, mais d'ailleurs le sujet c'est pas la place, c'est les abords du Familistère, et au-delà des abords, c'est aussi le lien avec l'usine qui a toujours été présent avec nous. Bien, je vous propose qu'on prenne une dernière question, s'il y a encore une question, et puis après on se transportera vers le foyer du théâtre. Oui, monsieur? C'est pratique, le micro est pas loin. Oui, j'ai entendu Michel de Vigne dire, comme un paysagiste qui se respecte, qu'il aimait bien les endroits où il y avait beaucoup d'arbres. Et la photo qui est derrière lui en ce moment illustre bien ce propos. Donc je me demandais s'il y avait eu un dialogue difficile entre l'architecte et le paysagiste, puisque visiblement il a dû revoir sa position.
Non, mais c'est un peu la même chose que je vous montrais pour le port de Marseille. Le port de Marseille, il y a le U qui est clairement un port, quoi. Ça doit rester minéral, c'est évident. Mais on n'a pas négocié, mais on a trouvé cet équilibre avec un très grand parc. De la même manière, je trouve qu'ici, il y a un bel équilibre entre cette place, le jardin, le parc, la rivière. S'il n'y avait que la place comme espace public, oui, ce serait absurde qu'elle reste minérale. Mais comme elle fait partie de toute une série d'espaces publics, alors son caractère minéral a du sens. Cela dit, il y a eu quand même un débat sur les arbres, mais alors c'était eux qui en voulaient plus. Il a raconté tout à l'heure le coup de l'arbre sous lequel on vient se faire prendre en photo ou interviewer. Effectivement, il y a quelques arbres qui sont prévus autour d'un petit parking, mais devant les bâtiments où on se trouve également, mais c'est qu'une ponctuation. Moi, on a eu des débats, parce qu'on en enlève même par rapport à ce qui existe. Moi, je trouve que ce caractère minéral ici a du sens, encore une fois, parce qu'à l'arrière, vous avez ce très grand parc et les abords des cours d'eau. Voilà, c'est un équilibre entre ces espaces. Voilà, donc ça paraît un paradoxe, mais voilà. Non. Très bien, mais écoutez, ce que je vous suggère, c'est que les questions très pertinentes comme celles que vous venez de poser peuvent être débattues et prolongées dans le foyer du théâtre, directement avec l'équipe. Vous pourrez rencontrer